Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce mardi à l'ouverture officielle de sa deuxième session ordinaire de l'année 2025. Cette nouvelle session s'inscrit dans la dynamique de consolidation des actions engagées par l'institution en vue d'un encadrement plus efficace du paysage médiatique béninois. L'université d'Abomey-Calavi a tourné ce mardi une nouvelle page de son histoire. La plus grande université publique du Bénin a officiellement installé sa nouvelle équipe rectorale. Plus de précisions dans un instant. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, il y a 3 ans, jour pour jour, le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir au Burkina Faso à la faveur d'un coup d'État. Quel bilan pour la junte militaire au pouvoir après 3 ans? La réponse dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu ce mardi sa deuxième session ordinaire de l'année 2025. C'est le président de l'institution, Édouard Loko, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Plusieurs acteurs du secteur étaient présents, les conseillers de la RAC, les responsables des médias de service public, ainsi que les représentants des associations de la presse. Le reportage. À quelques mois de répit, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a officiellement repris ses travaux. L'institution a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 sous la présidence d'Édouard Loko. Dans son discours d'ouverture, le président de l'instance de régulation des médias a invité les journalistes à unir leurs forces afin de relever ensemble les défis du secteur. Aucun journal ne s'est levé, aucune radio ne s'est levée depuis 9 ans pour dire « je veux fusionner avec tel ». C'est la solution que l'autorité attendait. Puisque nous sommes dans un domaine libéral. La presse, après tout, c'est une entreprise. Personne ne peut obliger une entreprise à fermer si elle-même ne se trouve pas dans la situation de fermer. C'est-à-dire la décision courageuse doit venir de nous. Mais personne ne veut prendre cette décision courageuse. Nous allons continuer à nous plaindre d'ici à 10 ans, ne vous en faites pas, 20 ans. Tant que nous n'allons pas décider de nous mettre ensemble. Je parle de la presse écrite, par exemple. Nous savons tous que les papiers que nous sortons, c'est juste pour le dépôt légal de la HAC. Il y a quelques journaux qui s'en sortent quand même, qui font de l'imagination, qui écrivent des choses qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, c'est eux qui tiennent encore un peu plus le coup. Donc, il nous faut faire preuve d'imagination. Nous ne pouvons pas battre notre coupe sur la poitrine des autres continuellement. Longtemps décriée pour son opacité et son inefficacité, l'aide publique à la presse va connaître une profonde réforme. Le président de la RAC, Édouard Loko, en profite pour dévoiler les orientations du nouveau mécanisme. Avant, nous attendions tranquillement 350 millions l'année et que nous réussissons, c'était un exploit rapidement dépensé quand même. Mais pour quel résultat? C'est pour ça que l'aide, j'ai plaidé. La seule question qu'on me pose, vous voulez faire quoi avec l'argent? J'ai beau, puisque je viens de vous, je suis des vôtres, j'ai beau rappeler les anciennes choses que nous avons l'habitude de faire. Vous avez fait ça pendant 20 ans. Pour quel résultat? Cette fois-ci, les priorités sont clairement définies. La rénovation de la maison des médias, symbole et espace commun des professionnels de l'information. Au-delà des aspects logistiques, une part privilégiée sera accordée à la formation des journalistes selon la nouvelle formule de cette aide. Les associations, on dit, vous faisiez quoi? Vous avez fait quoi avec l'argent pendant 20 ans? Vous avez, c'est quoi les résultats? Je n'ai pas trouvé les bonnes réponses. Mais quand en balbutiant, j'ai fini par dire, nous avons une maison des médias qui est en ruine, mais c'est automatiquement qu'on nous refait cette maison, on nous refait cette maison à neuf. C'est le ministère des Finances qui automatiquement a envoyé des techniciens pour aller voir l'état du bâtiment, pour lequel moi, j'avais peur de dire un grand chiffre. Je disais, bon, avec peut-être une 50aine de millions,
On va réparer. Quand ils sont allés, c'est pratiquement il y a quelques semaines, le ministre des Finances m'a envoyé une notification. C'est 115 millions qu'ils veulent mettre pour remettre ça à neuf. Parce que ça, ils disent ça, c'est un projet qui va vous profiter à tous. Un lieu où nous pourrons nous voir. Un lieu où nous pouvons, c'est-à-dire obliger les politiciens à venir faire leur conférence. Un lieu où les associations seront à l'aise pour réfléchir. Et pour les formations, in situ. Donc, une trentaine de radios pourront bénéficier prochainement. Au cours des 4 mois de cette session, les travaux seront jalonnés d'études approfondies, de débats constructifs et d'échanges enrichissants avec une seule ambition, contribuer à un environnement médiatique plus équilibré et respectueux des principes démocratiques. Autre information dans ce journal, le professeur Chalmagne Babatunde Higué a officiellement pris fonction ce mardi en tant que nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Aux côtés de son équipe, il succède au professeur Félicien Avlessi et affiche sa volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la plus grande université publique du Bénin. Suivant le reportage. La nouvelle équipe rectorale et les nouveaux responsables d'unités de formation et de recherche de l'université d'Abomey-Calavi sont depuis ce 30 septembre installés dans leurs fonctions respectives. Cette cérémonie riche en couleurs et en émotions marque le départ du professeur Félicien Avlessi et l'entrée en fonction de Charlemagne Higué, récemment nommé recteur à la tête du haut lieu de savoir de la cité d'Ortoir. Monsieur le recteur, je pars dans la joie. L'un des motifs de cette joie est que j'ai l'assurance de céder les rênes à quelqu'un comme vous, qui n'est pas un intrus. Je passe le témoin à un homme qui connaît parfaitement la maison. Je vous ai vu à l'œuvre et je ne doute point de vos compétences. Je m'engage solennellement devant le président du conseil d'administration ici présent à servir l'université avec intégrité et transparence, à promouvoir l'excellence académique sous toutes ses formes, à défendre les intérêts de notre institution avec détermination, à œuvrer pour le rayonnement de l'université au niveau national et international, à contribuer activement au développement du Bénin par la formation et la recherche. L'arrivée de Charlemagne et son équipe s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de renforcement des réformes académiques et administratives au sein de l'UAC. L'université est donc appelée à jouer un rôle clé dans la transformation du paysage de l'enseignement supérieur au Bénin, notamment à travers la modernisation des offres de formation, la digitalisation des services et l'amélioration de la gouvernance universitaire. Comme le rappelle toujours la maîtresse, professeur Éléonore Yahi, la décan, Monsieur le recteur Avlessi, quand il y a des séances et elle est là, j'ai gardé ceci d'elle. Chers collègues, ensemble, vous pouvez contribuer à créer un environnement d'apprentissage et de recherche respectueux, équitable et propice à l'excellence. Elle a toujours répété cette phrase. Monsieur le recteur Higué, vous constatez avec moi que les défis sont nombreux. Mais, comme vous aviez déjà dit, en travaillant résolument et véritablement en équipe, vous y parviendrez, bien sûr, avec l'appui du conseil d'administration et du ministère. Le vice-recteur chargé des affaires académiques met l'accent particulier sur les priorités en matière de réforme à l'UAC. Au département de génie informatique et télécommunications, nous avons travaillé en mettant en place des outils innovants de gestion des affaires académiques. Entre autres, nous pouvons parler d'abord de la gestion efficace des offres de formation à travers un outil dénommé Jessbook qui nous permet de gérer de façon intelligente le cahier de tests numérique. Nous avons également une autre innovation qui porte sur
le contrôle même, je dirais, l'exécution des enseignements. Cet outil devra également venir très rapidement au secours de notre université. Vous savez, les affaires académiques constituent, je dirais, le maillon essentiel des universités du Bénin. Nous pensons avec brio, honneur, intégrité et dignité surtout, conduire avec lucidité la gestion des affaires académiques. Pour rappel, Charlemagne Higué, Terou Diarra et Véronique Bento ont été nommés en Conseil des ministres du 17 septembre 2025. Les deux autres vice-recteurs de l'ancienne équipe ont été reconduits à leur poste. Et dans le reste de l'actualité, dans nos familles, la manière de s'adresser à ses parents peut parfois être source de questionnement et même de tension. Faut-il parler en vous par respect ou le tu est-il devenu la norme naturelle dans les relations familiales d'aujourd'hui? Entre tradition et modernité, comment trouver le juste équilibre? Suivant. Les parents et les enfants, chacun d'eux a son droit. Il y a les enfants qui ont un droit envers ses parents et il y a aussi les parents qui ont un droit envers les enfants. Mais c'est plus mieux de vous voir ses parents parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout d'abord, il faudrait que les enfants doivent avoir un respect envers ses parents et envers les grandes personnes. Parce que ce que vous faites, c'est ça les enfants vont adopter. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un grand respect de vous voir et de se mettre au respect des grandes personnes. Parce qu'un enfant qui tutoie ses parents à la maison, sera obligé de tutoyer tout le monde au dehors. Il ne va pas différencier. Bon, je tutoie mes parents à la maison, mais arrivé au dehors, je dois vous voyez mes aînés. De un. De deux, la personne qui l'a mis au monde est plus âgée que lui avant de le mettre au monde. Donc il est obligé de vous voir ses parents. Je crois qu'il est bon pour les enfants de vous voir leurs parents. Et la raison est que déjà dans notre culture, c'est l'éducation que nous avons reçue. C'est notre éducation, ça fait partie de notre culture de vous voir les parents. Et ça montre que les parents sont honorés, qu'ils ont de la valeur pour nous. Tutoyer, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est une manière de manquer du respect à ses parents. Bon, le plus souvent, ce que nous remarquons, c'est que dans les pays européens, nous remarquons que c'est la manière de tutoyer là qui est plus important chez eux là-bas. Mais chez nous ici, lorsqu'on le fait, je ne pense pas que ce n'est pas la meilleure solution, quoi. Le mieux, c'est de pouvoir vous voir les parents. C'est ce qui est bon. Dans ma maison, maman, mes enfants savent. C'est vous, à tout le monde dans ma maison. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de... C'est vous. Parce qu'un enfant doit vous voir une grande personne. Même si la personne le dépasse de 10 ans, il doit le vous voir. Moi, j'ai été éduqué dans une famille où on nous éduque à vous voir les grandes personnes, à vous voir les parents. Et ce qui fait que même aujourd'hui, quand je parle au dehors, quand je parle avec les gens que je rencontre pour la première fois où je les tutoie, je me sens mal à l'aise au fait. Donc, c'est une valeur que j'ai acquis de mes parents et je crois que c'est une très bonne base. Côtoyer est une bonne chose parce que j'ai eu le temps de côtoyer avec les Yoruba. À moins que ce dernier vous dit non, laissez, ne me vous voyez pas, on peut se tutoyer, là ça peut aller mais envers une grande personne. Lorsqu'on dit que c'est bien pour les enfants de tutoyer leurs parents, ok, au fil des années, quelle relation s'installe? Est-ce qu'il n'y a pas la familiarité qui s'installe quelque part au niveau des enfants qui voient leurs parents comme juste des camarades, comme ils voient leurs camarades de classe? Il faut voir quelles sont les conséquences, comment est-ce que nous sommes dans la société aujourd'hui.
comment relation père, comment est-ce que les enfants traitent leurs parents lorsqu'ils sont avec leurs amis. Est-ce qu'ils écoutent les parents? Est-ce que il faut voir tout ça là pour arriver à dire que oui, c'est bon aujourd'hui de tutoyer les parents ou non. En interactualité, au Burkina Faso, cela fait 3 ans que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en renversant le lieutenant-colonel Damiba. Ce dernier avait lui-même pris le pouvoir par les armes en chassant le président élu Marc Christian Kaboré. Un putsch qu'il justifiait par l'incapacité des autorités en place à l'époque à ramener la sécurité face au groupe djihadiste. Suivant. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 30 septembre 2022, au Burkina Faso. La junte militaire renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État. Il s'agit du 2e putsch que vit le pays cette année. À seulement 34 ans, le militaire Ibrahim Traoré prend la tête du pays, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire du Burkina Faso. À l'époque, les putschistes évoquent la dégradation de la situation sécuritaire et le non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État pour justifier la destitution du président Damiba. Le dimanche 28 septembre, le chef de l'État s'est exprimé sur la situation actuelle et ses engagements, indiquant que les conditions préalables n'étaient pas réunies lorsqu'il a pris le pouvoir, manque d'armement, de munitions et d'effectifs. Des propos qui ont été rapportés par la radio RFI. Le pouvoir a toutefois réussi à renforcer le nombre de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie. Pour l'heure, cette initiative n'a pas eu d'impact sur la situation sécuritaire, puisque le Burkina Faso enregistre quasiment le même nombre d'attaques chaque année depuis 2021. En Guinée, le président de la transition Mamadi Doumbouya a enfin fixé la date de la présidentielle. Ce sera le 28 décembre prochain. Avec l'adoption par référendum de la nouvelle constitution, la junte accélère son calendrier pour parachever la transition avant la fin de l'année. Contrairement à l'engagement initial du général Doumbouya, le retour à l'ordre constitutionnel commencera par la présidentielle et non par les élections locales et législatives. Le reportage. Les Guinéens se préparent à une élection présidentielle importante le 28 décembre prochain. C'est la première depuis l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya suite à son coup d'État en 2021. L'annonce a été faite samedi dans un décret lu à la télévision d'État. Cela fait suite à la validation par la Cour suprême d'un référendum qui pourrait permettre à Doumbouya de se présenter. Depuis 2021, la Guinée est parmi plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où l'armée a pris le contrôle, retardant le retour à une démocratie civile normale. Le général Doumbouya, en poste depuis, a accepté en 2022 de lancer une transition démocratique. Mais le non-respect de la date butoir fixée au 31 décembre 2024 a provoqué des manifestations de l'opposition, paralysant Conakry. Le projet de nouvelle constitution adopté la semaine dernière autorise les membres de la junte à briguer la présidence. Il prolonge le mandat de 5 ans à 7 ans, une période renouvelable 2 fois. Au moins 22 personnes ont été tuées à Madagascar d'après l'ONU depuis le jeudi dernier. Le président, face à la poursuite du mouvement, a annoncé ce lundi le renvoi de son gouvernement. L'île de l'océan Indien, qui demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, a régulièrement connu des émeutes populaires contre les pouvoirs en place depuis son indépendance en 1960. Suivant. Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé lundi le limogeage de l'ensemble de son gouvernement. Lors d'une allocution télévisée, le président a déclaré suivre l'article 54 de la Constitution, précisant que de nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées selon l'ONU et plus d'une centaine sont blessées. Samedi dernier, des milliers de manifestants ont pris la rue pour dénoncer la situation politique et économique au pays. Nous exigeons la démission de Rajoelina. S'il est incompétent, il doit se retirer car les étudiants souffrent, le peuple souffre, tout le monde souffre parce que l'électricité ne fonctionne pas. Il y a des coupures d'eau. La situation s'est intensifiée avec des casses, des pillages et des arrestations.
notamment à Antananarivo. Le président américain a dévoilé ce lundi un plan de paix en 20 points afin de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en a soutenu le principe lors d'une conférence de presse aux côtés de Donald Trump, il reste au Hamas de l'accepter. C'est après moi. Le plan de paix en 20 points présenté par le président américain Donald Trump et approuvé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou propose la fin des hostilités à Gaza contre le désarmement du Hamas et la mise en place d'une administration internationale provisoire de l'enclave. Je crois qu'aujourd'hui nous franchissons une étape décisive pour mettre un terme à la guerre à Gaza et ouvrir la voie à une avancée majeure vers la paix au Proche-Orient et même au-delà, dans certains pays musulmans d'importance capitale. J'apporte mon plein soutien à votre plan destiné à mettre fin au conflit à Gaza car il répond à nos objectifs stratégiques. Ce plan permettra le retour en Israël de tous nos otages, le démantèlement des capacités militaires du Hamas, la fin de son pouvoir politique et garantira que Gaza ne représente plus jamais une menace pour la sécurité d'Israël. Selon le texte, Gaza sera gouverné par une autorité temporaire, technocratique et apolitique excluant le Hamas sous la supervision d'un comité de paix présidé par Trump et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Notre tâche n'est pas encore totalement achevée, nous devons neutraliser le Hamas. Il est donc temps que le Hamas accepte les conditions du plan que nous avons présenté aujourd'hui. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan saluent le plan de paix de Trump, mais Netanyahou pourrait faire face à la résistance de certains alliés ultranationalistes dans sa coalition. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.